Bienvenue sur Tout un sport. Record du monde! Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons! Vous êtes des géants! C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde! Et l'équipe de France championne olympique! Tommy Raider. Oui, championne! Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Bonjour et bonjour. Comme vous l'entendez au son de ma voix, je suis plein d'énergie. On va faire un peu de montage post-production puisque aujourd'hui, ce podcast est un podcast un peu spécial dans lequel je vais vous retracer ma journée à Demain le sport. Donc un podcast un peu immersif dans lequel vous allez entendre mon voyage en train, un petit peu de métro, et vous allez vraiment rentrer dans l'ambiance de cette journée organisée par France Télévisions, Radio France et l'équipe, avec comme sponsor principal la Matmut, Deloitte et Optique 2000, et j'ai eu la chance d'être invité par la Matmut en tant qu'invité un peu spécial avec 2-3 autres médias qui avaient le même statut que moi. J'ai eu cette chance puisque j'avais interviewé la Matmut. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté cet épisode, je vous invite à aller regarder dans les anciens épisodes du podcast Tout un sport. Et donc je vais partager avec vous des moments de vie. Alors des fois vous allez entendre du bruit derrière et ça fait partie de la vie. Des fois je vais vous mettre des petites captations de moments que j'ai pu avoir. J'ai eu des off d'interviews avec Alexis Anquincan, avec Mathilde Gros ou avec Pauline de Rouled. Et vous allez également pouvoir, si vous le voulez, et je vais mettre dans les notes du podcast, retrouver les liens vers toutes les conférences si vous avez envie de les écouter. Moi, je vais vous donner quelques éléments et puis notamment un moment, le sport très collectif où vous allez entendre Yann de la Fouchardière de la Matmut qui va rendre hommage aux 3 associations plus un coup de cœur qui ont été mises en avant dans le cadre du sport très collectif. Et ça, c'est un peu du off puisque vous le retrouvez pas dans les replays. Également, cette journée aura été l'occasion pour moi d'interviewer Hugo Didier. Vous retrouverez son podcast un petit peu plus tard dans les planifications des différents épisodes. Un épisode que j'ai fait un petit peu plus court, mais c'était surtout l'occasion pour moi de le mettre en avant, qui est un parasportif nageur et qui va, je l'espère, on croise les doigts pour lui, participer au JO de Paris 2024. Allez, j'en dis pas plus, j'en ai déjà dit beaucoup. Je vous laisse avec cet épisode plutôt immersif. Mesdames et messieurs, bonjour, vous avez pris place à bord du TGV Inouï à destination de Paris-Tours. Le départ de notre train est prévu à 6h40. Alors tout ça démarre très tôt le matin, à 6h du matin, vous allez entendre un petit peu ces bruits de train qui m'ont permis d'arriver sur Paris, Gare du Nord. Et une fois arrivé Gare du Nord, forcément pour aller jusqu'à Radio France, il faut prendre le métro. Et je vais vous laisser un petit peu avec 2-3 bruits de métro pour vous plonger dans l'ambiance. Et puis ensuite, je suis arrivé à la maison de la radio, accueilli par la Matmut, et donc avec cette possibilité d'accéder au backstage, si on peut dire, zone d'interview et autres, où les sportifs, après la partie de lancement, vont pouvoir venir répondre aux questions des différents journalistes. Et donc, je vais vous laisser avec 2-3 petits extraits de la première conférence, et puis ensuite, je vous laisse vous plonger dans la journée. On est maintenant au Studio 104, le mythique Studio 104 de la Maison de la Radio, où on va assister à la première conférence, la conférence de lancement de Demain le sport, avec
en message d'introduction notre ministre des Sports Amélie Oueda-Castéra. Voilà, bienvenue pour parler du sport, grande cause pour une France qui gagne. Venez Madame la Ministre, bienvenue. Et vous allez être bien accompagnés, si vous le voulez bien, sur ce plateau pour parler de cette France qui gagne. On va les appeler peut-être ensemble. Il va y avoir 6 championnes et champions qui vont vous accompagner. Pauline Déroulède, championne de France de tennis fauteuil. Je voudrais que vous les accueilliez très chaleureusement. Florent Manodou, quadruple médaillée olympique de natation. Romane Dico, également championne du monde et double médaillée olympique de judo. Mathilde Gros, championne du monde de cyclisme sur piste. Venez, on vous attend. Alexis Anquincan, champion paralympique de triathlon. Et Alexandre Léoté, triple champion du monde de paracyclisme, qui vont venir nous rejoindre sur scène. Bonjour. Bienvenue. « 2024, avec la grande cause, va être l'année du sport, grande cause complément sociétal formidable de notre aventure olympique et paralympique. Et je suis sûre que si ensemble, on arrive à porter cette logique-là d'un sport plus central dans notre société, les bienfaits seront absolument multiples pour notre société, pour nos athlètes, dont je veux qu'ils fassent l'objet d'une reconnaissance beaucoup plus forte aujourd'hui au cœur de la nation, en raison de tout ce qu'ils inspirent, en raison de tout ce qu'ils incarnent, de valeurs, de dépassement, mais aussi parce que notre pays en a besoin. Notre pays en a besoin pour se fédérer, pour retrouver une forme de joie collective, une forme de légèreté et appréhender la vie en allant davantage de l'avant, avec plus d'espoir, avec plus d'optimisme. C'est tout ça. Et demain, le sport, pour moi, ça incarne cette promesse-là. Et on la tiendra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc là, on va pouvoir passer à l'interview d'Alexis Anquincan. Alors, vraiment, désolé, je tiens à le signaler. Ça, c'est un petit truc à améliorer pour Demain le sport, 3e édition. Derrière la zone d'interview, il y avait eu la bonne idée de mettre un jeu par Optique 2000 pour tester un petit peu ses réflexes visuels, et donc ça fait un boucan d'enfer derrière l'interview d'Alexis, de Mathilde et de Pauline. Donc on va d'abord passer à l'interview d'Alexis, ensuite on va enchaîner avec Mathilde Gros et enfin l'interview de Pauline Déroulède. Place maintenant à l'interview d'Alexis. Précision, ces interviews se sont réalisées avec des journalistes de différents médias. Donc ils posent les questions au fur et à mesure. Moi j'ai eu l'occasion de pouvoir poser des questions à certains moments. Comme il y a beaucoup de bruit ambiant, je vous propose de vous redire les questions avant d'écouter les réponses des sportifs et des sportives. Bonjour. Bonjour Frédéric du podcast Tout un Sport. Ok, enchanté. Première question posée à Alexis. Est-ce que ce genre d'événement où on retrouve plein de sportifs et de sportives, ça contribue à se remettre dans l'événement, même s'il reste encore plusieurs mois ? Ouais, on sent bien que de toute façon, ça fait quelques semaines et le compte à rebours des J-1 an, ça a vraiment lancé la sauce, entre guillemets, si je puis dire. Voilà, c'est un plaisir de retrouver les athlètes, on aime se retrouver et forcément, on sent bien que cet emballement, il va faire que de prendre forme et c'est très très excitant parce qu'on n'attend que ça d'être à Paris. Hein. Ça c'est sûr, depuis le temps qu'on en parle. Une question spécifique concernant la préparation mentale. Est-ce que ça change quelque chose dans son contenu, le fait que l'événement se passe à domicile à Paris ? Moi, par exemple, je sais que ça va être quelque chose qui va vraiment m'exciter. Cette pression, finalement, en fait, je l'ai depuis un moment parce que déjà à Tokyo, j'étais attendu comme le médaillé d'or. J'ai répondu présent. Donc je me retire cette pression d'être à domicile en me disant que de toute façon, j'ai réussi Tokyo et que quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais me retirer ce titre-là. Bien sûr que ne pas performer l'année prochaine, ça serait une terrible désillusion et ça sera très difficile à avaler. Mais voilà, il n'y a pas d'excès de confiance. Je sais ce que j'ai à faire pour être performant le jour J. Je redoute pas ce moment-là et au contraire, je l'attends avec grande impatience parce que c'est vraiment la compétition moi, qui me rend heureux et qui m'excite, quoi, vraiment. Autre question posée.
On voit que les organisateurs et le comité olympique font l'effort de faire une seule équipe de France. Est-ce que c'est difficile de trouver l'équilibre entre l'envie de profiter de cette année où il y a vraiment une exposition forte et le fait de ne pas perturber sa préparation d'athlète ? Je pense qu'il faut être logique dans ces combats et bien sûr qu'aujourd'hui cette exposition olympique-paralympique, il faut en profiter. On le sait très bien aujourd'hui que malheureusement les athlètes paralympiques sont toujours un petit peu en dedans de la médiatisation. Et donc voilà, justement c'est des combats et des messages qu'il faut faire passer, que finalement aujourd'hui les gens qui ne connaissent pas le parasport vont être bluffés, vont être vraiment scotchés par les performances. Et c'est là où moi j'invite tous les athlètes français l'année prochaine à être à leur pic de performance le jour J de leur compétition, pour en mettre plein la vue aux spectateurs, aux gens qui seront présents sur ces courses-là. Parce que je pense qu'on a vraiment l'occasion de démontrer à notre société française que la différence, elle existe partout. Le handicap existe partout et qu'il est trop souvent mis de côté. Et là, je pense qu'on a vraiment un moyen par le sport de basculer le regard des gens de façon générale dans notre société. Et ça, c'est vraiment un message et vraiment quelque chose qui me tient à cœur à 100%. Quoi. Autre question ? Vous vous sentez comme un modèle inspirant pour des gens qui aimeraient pratiquer le parasport mais qui ne peuvent pas le faire ? Mais j'espère, effectivement, si aujourd'hui je peux contribuer à changer le regard et à redonner envie à des gens de refaire du sport. Alors tout le monde ne sera pas forcément champion olympique de triathlon, mais c'est pas ça l'essentiel. Pour moi aujourd'hui, c'est véhiculer le message que le sport est important, est essentiel dans le bien-être mental et physique. Voilà, donc on n'a pas forcément besoin d'être en situation de handicap. Moi j'ai des gens souvent qui m'envoient des messages en disant que je suis effectivement un exemple, que c'est possible. Donc voilà, c'est ça moi qui me motive aussi à redonner le goût du sport aux gens. Parce qu'on le voit, on le sait, les enfants aujourd'hui notamment sont vraiment trop derrière les écrans. Et redonner ce goût de mixité, de partage, voilà, il n'y a vraiment que le sport qui permet de faire ça et pour moi c'est essentiel. Question suivante. Comment fait-on quand, notamment pour les personnes en situation de handicap, il n'y a que très peu de clubs en France qui peuvent encore accueillir des parasportifs ? Il y a une incitation à faire, il y a ce que l'on appelle les clubs inclusifs. Oui, alors le comité paralympique a énormément contribué à ça. Il y a beaucoup plus de structures aujourd'hui qui accueillent des gens en situation de handicap. Et je pense que c'est une très très bonne chose. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas se tromper non plus. Et je pense que ces gens en situation de handicap doivent aussi, à un moment, être moteurs de leur projet et doivent aussi essayer de pousser les portes des clubs et des gymnases pour savoir si ça peut être possible. Moi, quand j'ai commencé mon projet de devenir triathlète, j'ai pas attendu de savoir s'il y avait un club handisport qui pouvait m'accueillir. J'ai été dans un club de triathlon et c'était possible. Donc je pense que cette labellisation, elle est importante et elle est nécessaire. Mais il ne faut pas attendre qu'un club soit labellisé pour qu'il puisse finalement vous accueillir. Je pense qu'il y a des dirigeants aujourd'hui qui ne sont pas forcément labellisés et qui ont grand plaisir d'accueillir des gens en situation de handicap. Donc je pense que c'est ça en fait. Il y a un moment, il faut que l'énergie et la volonté elles viennent de partout en fait. Et ces gens-là doivent excusez-moi l'expression, se mettre un petit coup de pied aux fesses pour aller repratiquer du sport et pas attendre qu'un club soit labellisé. Question suivante. Et comment vous expliquez votre performance dans la durée ? On vous voit souvent avec des médailles. Comment vous l'expliquez ? Je pense qu'il y a un adjectif qui me prédomine, c'est la détermination. Voilà, je suis quelqu'un qui lâche jamais rien, qui en fait toujours peut-être un petit peu plus. Et parce que justement, j'adore ce sentiment et ce goût de la victoire, que du coup je me lasse pas de faire ce que je fais. J'ai la chance de faire un métier et un sport que j'adore. Je suis vraiment épanoui dans mon sport. Et c'est ça aujourd'hui qui me fait réussir et je pense que le jour où justement malheureusement j'aurai plus cette petite flamme, naturellement j'arrêterai parce que je veux arrêter la tête haute et surtout c'est tellement déjà assez imprégnant et un rythme assez important d'être triathlète que je pense qu'il y a un moment s'il n'y a plus la notion de plaisir, il faudra arrêter et ça se fera naturellement. Question suivante. Vous parliez de vos enfants dans une autre interview. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre avec ces JO à la maison ? Mes enfants, tout simplement, et les enfants en général, j'ai envie de leur dire que tout est possible. Un jour, moi, j'ai rêvé que je serais champion paralympique et ça paraissait complètement fou, complètement irréalisable et pourtant je l'ai fait. Donc aujourd'hui, s'il y a un enfant qui rêve un jour de devenir un Thomas Pesquet, un je ne sais quoi, un Emmanuel Macron, pourquoi pas, voilà, il faut travailler, bien sûr, il n'y a rien dû au hasard. Mais avec du travail, avec un peu de volonté, un peu de folie aussi, on arrive à des grandes choses. Donc voilà, tout est possible. Je suis un exemple que dans la vie, tout est possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Place maintenant à l'interview de Mathilde Gros. Le journaliste lui pose la question de comment elle a digéré son après-mondial 2023 qui a été une déception puisqu'elle était championne du monde en titre et savoir comment elle envisage la préparation pour les JO
de Paris 2024. Quand je regarde, les résultats n'étaient pas du tout espérés. Les résultats qu'il y a eu, c'était pas du tout ce que j'espérais de base. Donc il y a une sorte de méforme physique, clairement. On n'était pas du tout dans mes records sur le 200 mètres ou en vitesse par équipe ou même après sur mes sensations. Donc du coup, on a réfléchi à pourquoi ça n'a pas fonctionné. On va mettre des choses en place et j'espère que ça sera fluide et qu'à la fin, j'aurai plus qu'à pédaler et qu'il n'y ait plus cette réflexion et qu'à la fin, on soit vraiment focus jusqu'au bout pour Paris et que ce soit serein. Comment tu vois la construction justement le chemin là qui te mène jusqu'à Paris, comment ça va s'organiser? Des entraînements jusque cet hiver. Après, à partir de janvier, on va avoir les championnats d'Europe. Après février, mars, avril, on aura 3 manches de Coupe du Monde pour continuer la qualification en vitesse par équipe. On avait terminé 9e à Glasgow, sachant que c'est les 8 premières qui sont qualifiées. Donc là, le but, ça va être vraiment de marcher aux Europes, de marcher après sur les Coupes du Monde en par équipe, de peaufiner et d'aller le plus loin possible dans les tournois en individuel, que ce soit en sprint ou en keirin, pour justement pratiquer encore et encore, mettre des choses en place pour que justement après, donc ce sera une période vraiment juste d'entraînement, de peaufinage jusqu'aux Jeux de Paris et comme ça aux Jeux que ce soit de manière fluide et que j'ai toute une belle palette d'outils contre mes concurrentes. Question d'un des journalistes. À 23 ans, tu vas connaître tes 2e JO. Depuis ton passage chez les élites, tu as connu de belles victoires mais aussi des déceptions. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir une certaine maturité et d'être armé face à toutes les éventualités pour attaquer Paris 2024 ? Je pense qu'on n'est jamais assez, paré contre plein de choses. C'est pour ça que le but, c'est de vraiment essayer d'avoir plein de solutions possibles. Je pense que, j'ai que 24 ans. Je pense que je serai peut-être encore plus paré quand j'aurai 29 et puis peut-être encore après. Donc, vraiment, le but, c'est de bien se préparer au maximum que je peux pour pas avoir de regrets à la fin. Autre question d'une journaliste. Est-ce que tu fais une préparation mentale spécifique parce que ce sont des jeux à domicile ou est-ce que tu utilises les mêmes techniques que tu utilisais déjà auparavant ? C'est vraiment la continuité en fait du travail qu'on a mis en place depuis janvier 2022. Après Paris, ça s'arrête pas. Il y a encore une autre Olympiade Los Angeles. C'est vrai que on a souvent un peu tendance à l'oublier parce qu'on parle que de Paris, mais je pense que la plupart des athlètes, il y en aura plein où on sera un peu que dans la fleur de l'âge, on n'aura que 24-25 ans, même des plus jeunes. Donc le but, c'est rien ne s'arrête après Paris, ça continue. Donc en fait, justement pour ne pas idéaliser cette compétition et se mettre encore plus de pression, d'être vraiment dans cette continuité-là. Moi, j'aimerais savoir de quoi tu aurais besoin de la part du public et des partenaires pour performer justement, parce qu'on en parle rarement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que public et les partenaires ? Nous supporter, être positif et en tout cas, sachez que nous, on va tout donner. Et le but, c'est que vraiment, que ce soit dans les médias ou autre, c'est parler de manière positive, ne pas mettre de pression parce que dans le sens, on s'en met déjà une énorme. C'est juste être positif et de se dire que ça va être un truc énorme et que nous, on va tout donner pour vous faire vibrer. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Place maintenant à l'interview de Pauline Desrouledes. Est-ce que vous pouvez me définir un petit peu demain le sport, du coup, s'il vous plaît ? Demain le sport, c'est une journée où on parle de sport et dans le meilleur sens du terme, on aborde des thématiques qui sont très importantes, qui tournent autour du sport. Et le leitmotiv, c'est de dire que le sport, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans la vie. Quel est l'état d'esprit là ? On sent que le compte à rebours se réduit de jour en jour. On parle de plus en plus des jeux, évidemment, il y a de plus en plus d'événements. C'est vrai qu'on sent l'engouement qui monte, l'effervescence des jeux qui arrivent, de la magie que ça va procurer à tous, à notre pays, au public français. Nous, athlètes, on se prépare. Il y a encore un chemin pour arriver, mais c'est les derniers réglages, la dernière ligne droite de la préparation où il ne faut pas se louper. En tout cas, il faut continuer de travailler pour préparer cet objectif parce qu'on a envie d'être au rendez-vous. C'est un rendez-vous qui a lieu tous les 4 ans. On a envie de performer. Pour ma part, je vise un podium. Je m'en suis jamais cachée. Je pense qu'il faut se mettre des objectifs forts et se donner les moyens d'y arriver. Donc c'est pour ça que cette année, elle va me permettre de continuer de progresser, de battre celles qui sont devant moi encore au classement, pour toutes les battre en 2024. En tout cas, c'est le but. Et quels sont un petit peu les axes de progression du coup pour justement battre cette personne devant vous ? Je
pense que voilà, dans le top 10 mondial, en tennis, ça se joue vraiment aux petits détails. De toute façon, le sport du haut niveau, c'est du détail. J'essaye de m'améliorer après chaque défaite. On l'a dit, on ne perd pas, on apprend. Une défaite, ça sert à progresser. Et voilà, moi, ce qu'il faut que je travaille encore plus, c'est la réactivité de l'œil face à des joueuses qui sont en fauteuil depuis des années, qui jouent au tennis en fauteuil depuis des années. Donc moi, je dois un petit peu rattraper ce retard puisque j'ai commencé un peu plus tardivement. Mais voilà, donc c'est de vraiment travailler tous ces mini détails, la préparation physique qui doit être vraiment sur mesure, la préparation mentale, tous ces axes de travail qu'on peut toujours améliorer et voilà, faire un état des lieux, un débrief après chaque compétition pour encore une fois être la meilleure en 2024. Et en termes du coup, la semaine d'inclusion va arriver du coup bientôt. Quels sont selon vous les axes de développement aussi pour que on va dire, le sport du paralympique soit on va dire, mieux adapté? Je pense que le plus important après les Jeux de Paris, ça sera l'héritage qu'on va laisser. Voilà, là, on le constate, il y a un vrai engouement au sein des fédérations, des grandes instances sportives, même de notre gouvernement au plus haut niveau de l'État, autour du mouvement paralympique. Et voilà, de se dire qu'il y a une seule et même équipe de France autour des Jeux olympiques et paralympiques. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue, qu'on ait le même investissement par la suite à Paris, qu'on fasse un effort, notamment sur les jeunes. Moi, je croise encore trop de jeunes en situation de handicap qui ne savent pas qu'ils peuvent pratiquer une discipline. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un grand axe de progression qu'on devra poursuivre après les Jeux et évidemment l'accessibilité universelle qu'on n'a pas du tout encore dans notre pays, s'inspirer des pays qui en ont un petit peu plus. Pour voyager beaucoup, je vois tous les efforts que font notamment les pays anglo-saxons, on l'a vu pendant les Jeux de Londres, et il faut vraiment que ces efforts d'inclusion, d'accessibilité, ils s'inscrivent dans le temps. Je pense que ça sera vraiment l'enjeu après les Jeux. Et quels sont un petit peu les axes du coup, à développer donc, selon vous, du coup, ce serait plus l'accessibilité, comment ça quelles sont les priorités un petit peu? De manière générale, je pense effectivement qu'il faut travailler sur l'accessibilité qui n'est pas encore partout dans notre pays. L'accessibilité, ça peut concerner à la fois des personnes en situation de handicap, mais aussi des familles ou tout simplement des personnes qui sont trop chargées de valises. C'est vrai que notre pays doit être ouvert à tous. Il ne doit pas avoir un sentiment d'exclusion que encore beaucoup de personnes vivent. Et le sport est un merveilleux vecteur pour faire passer plein de messages, pour se réconcilier avec son corps. Et je pense qu'il faut continuer de diffuser le message que la différence, dans le cas d'un handicap, elle peut être belle. Et en termes de tennis fauteuil, du coup, un petit peu dans votre discipline, quelles sont aussi du coup, les choses à améliorer un petit peu aussi pour que, on va dire, ça passe, ce soit mieux. Je pense qu'il y a toujours mieux à faire. Les fédérations se sentent beaucoup plus concernées. Pour la Fédération française de tennis, elle a investi, elle a créé un pôle France en vue des Jeux. Donc il y a un effort qui est fait. Encore une fois, il faudra que ça perdure dans le temps. Il faudra investir, donner les moyens à nous, athlètes de haut niveau, qui se servons grâce aux partenaires privés qu'on peut avoir. Mais voilà, on manque encore parfois de moyens pour faire notre métier, pour partir en voyage, pour finalement rechercher cette performance parce qu'on veut tous ramener des médailles, mais pour ça il faut avoir les moyens. Donc c'est peut-être cet axe-là sur lequel il faudra continuer de progresser parce qu'il y aura un après-jeu. Là on a tous envie, nous Français, de ramener des médailles, tout le monde a envie qu'on en ramène, mais après il y aura les Jeux par exemple de 2028 où il faudra continuer le travail mené pour les Jeux de Paris 2024. Merci beaucoup. Merci à vous. Après un déjeuner riche en rencontres avec notamment Yann, le président du Loup Rugby, et Gaëtan Muller, le président de l'Asvel, maintenant je vais assister à la conférence organisée autour des associations de la Matmut du sport très collectif. Ces associations sont au nombre de 3 plus un coup de cœur, donc 4 associations autour du sport. Merci d'être là. Merci d'être là pour ce moment important. Pour nous, en tout cas à la Matmut, en tout cas pour écouter les associations lauréates qui ont été sélectionnées dans le cadre de l'appel à projet Matmut, le sport très collectif, organisé par France Info, l'équipe et France Télévisions. Alors à la Matmut, nous on est impliqués dans le sport depuis de nombreuses années. Je ne vais pas vous faire un laïus pendant des heures, je vous rassure. Et on a développé un programme d'engagement dans le sport qui s'appelle le sport très collectif et qui cherche à favoriser l'inclusion par et dans le sport. Et c'est dans cette optique-là qu'on a voulu, avec nos partenaires, France Télévisions, l'équipe, France Info, je tourne un peu à chaque fois, qu'on a voulu mettre à l'honneur des associations qui sont dans cette thématique, qui sont très engagées dans cette thématique. Donc on a fait un appel à projet. On a eu beaucoup de chance, on a reçu 29 candidatures. C'est beaucoup sur un appel à projet en plein été.
Et donc du coup, on a essayé d'évaluer leurs propositions sur la base de leurs projets, de leur engagement, de leurs convictions. On va laisser 5 minutes à chaque association. Ensuite, on pourra prendre une ou deux questions, évidemment, si vous en avez. Et je demanderai à un membre du jury systématiquement de me rejoindre et puis d'expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a flashé sur cette association. Donc ici, je vais vous laisser une synthèse des interventions de chaque association. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Alors, pour commencer, donc on va appeler Pauline Lemoilic. J'espère que je prononce bien Pauline. Oui, c'est bon, très bien. Donc, présidente de l'association Graines de footballeuses. Et Pauline, installez-vous et je vous propose de l'applaudir. Alors, Pauline, racontez-nous un peu, 5 minutes, top chrono. Yes, alors j'ai 5 minutes, ça va être difficile, je vais essayer de tenir. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Pauline Lemoilic, je suis la fondatrice de l'association Graines de footballeuses. Graines de footballeuses, c'est une association qui promeut le football auprès des jeunes filles et des femmes pour leur montrer qu'elles ont la place sur un terrain de foot et finalement sur tous les autres terrains, surtout ceux auxquels on ne leur donne pas accès facilement. Donc c'est un projet sportif, social et éducatif des jeunes filles qui n'ont pas forcément confiance en elles quand elles sont sur un terrain de football et sur tous les autres terrains. Sauf qu'en grandissant, malheureusement, elle a reçu beaucoup de remarques discriminantes qui lui disaient qu'elle n'avait pas sa place sur un terrain de foot, que le football, ça allait la faire devenir garçon manqué et plein d'autres choses qu'une jeune fille de 12 ans, de 13 ans n'a pas forcément envie d'entendre. Elle a repris le foot quand elle est arrivée à Paris et elle a coaché des jeunes filles. Et en fait, en coachant les jeunes filles d'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'elles faisaient face aux mêmes problèmes que moi, alors que plus de 15 ans nous séparaient. Qu'est-ce que je connais le mieux? Qu'est-ce qui me plaît le plus dans ma vie? C'est le football. Et je me suis dit, je vais me servir du football pour faire le bien. Et donc, c'est en 2020 que l'association Graines de footballeuses est née. On est une association du 18e arrondissement et concrètement, ce qu'on propose, ce sont des activités à destination des jeunes filles qui ont entre 3 et 18 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et nous rejoindre. On s'appelle Graines de footballeuses. Et merci beaucoup de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Bravo. On va passer à l'association suivante. Et l'association suivante, c'est l'association Planet Citizens. Et je vais demander à Arthur, que je ne me trompe pas, Arthur Vincent, fondateur et directeur de l'association. Alors ça, avant de commencer, que vous êtes venu avec un fan club, Arthur. C'est pas un fan club, mais c'est le cœur de notre asso. C'est le cœur de l'action, c'est de faire venir des jeunes Européens, donc des services. Allez, ça démarre les 5 minutes alors. Et qui sont dans la salle. Donc on a des Allemands ici, on a une jeune fille qui vient de Malte, des Pays-Bas, d'Italie, d'Espagne, du Danemark. Donc nous on fait de l'éducation par le sport. On va dans les écoles élémentaires principalement, en quartier prioritaire. Donc depuis 4 ans en Seine-Saint-Denis. Et nos volontaires européens enseignent les langues, en particulier l'anglais, mais aussi l'allemand, aux enfants pendant les séances de PS. Donc c'est très simple, on fait des jeux athlétiques par exemple en anglais, donc on apprend à run, jump, throw, on va découvrir les couleurs, on peut commencer aussi avec les tout petits en école maternelle, et les enfants vont apprendre donc les verbes d'action, les parties du corps, les couleurs évidemment, à compter, surtout à se familiariser en fait à parler une langue étrangère. On a un second volet, je dirais, qui est l'éveil à la citoyenneté européenne, à la citoyenneté mondiale. Donc on fait prendre conscience aux enfants que venir, avoir des jeunes Européens dans notre école, il n'y a rien de plus normal. Faire prendre conscience à tout le monde, en particulier dans les quartiers, que en fait le monde est notre horizon, et faire de cette année olympique un grand moment d'apprentissage des langues et de citoyenneté européenne, mondiale et mobilité internationale. Bravo. Congratulations. Bravo Arthur, merci beaucoup. Association, je vais demander à Monsieur Nadem Kerji, j'espère que je prononce convenablement, président de l'association Emploi Sport Solutions, de nous rejoindre. Bienvenue. Alors, donc je m'appelle Nadem Kerji, je suis le président et fondateur de Sport Solutions, avec Guillaume qui est là, qui se cache. Et Sport Solutions est une marque associative avec deux structures.
Emploi Sport Solutions et le GEC, Groupement Employeur Insertion Qualification de l'Île-de-France. On fait de l'insertion par l'activité économique dans un secteur particulier qui est le sport. Ça a commencé avec Guillaume sur un constat d'échec, de gaspillage d'argent public et d'archaïsme au niveau des structures existantes du sport. Et on a dit, bon, on arrête de râler. Et en 2016, on commence à écrire dans le sens de l'innovation. Et on a écrit un parcours de salariés en insertion dans le sport, un parcours verrouillé complet, qui commence en amont du recrutement et qui ne s'arrête qu'au moment où il y a de l'embauche. Quoi de mieux pour vous décrire comment ça marche que de vous raconter une vraie histoire, l'histoire d'une héroïne qui est là. L'histoire a commencé avec une rencontre improbable, comme toutes les belles histoires, où on est allé chercher les demandeurs d'emploi à coup de je savais pas qu'on pouvait gagner sa vie en travaillant dans le sport. Moi je nage à peine, je ne sais pas si je peux devenir surveillant de baignade ou pire, maître nageuse sauveteuse. Et là, dans quelques semaines, elle va devenir diplômée d'État, maître nageur sauveteur. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça veut dire qu'elle a déjà des employeurs qui lui courent derrière. Bref, ce sont des gens qui vont rencontrer des gens qui ont moins de moyens avec des gens qui ont plus de moyens. Et c'est ça, le vivre ensemble. Nous, on y croit. C'est ça nos valeurs. Notre objectif, nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'activité dans les territoires pour gommer tout ce qui ne sont pas bons dans les territoires. Notre bataille, c'est la féminisation dans le sport, dans les pratiquantes, dans les dirigeantes des structures sportives, parce qu'on pense chez Sport Solutions que c'est la mère des batailles. Si on gagne cette bataille-là, toutes les batailles derrière vont être gagnées. Et je ne peux pas ne pas terminer avant de les remercier, même s'il y a d'autres remerciements, mais eux passent les premiers. Merci beaucoup, Nadal. Je vous demande de l'applaudir. En fait, on n'a pas tout à fait fini. Je suis désolé, mais on va vous prendre quelques minutes parce qu'en fait, durant les délibérations, le jury a voulu attribuer un coup de cœur. Donc, je vais demander à Anne Schmitt, directrice études et marketing stratégique en charge de la RSE chez Amaury Média, de nous rejoindre. Anne, alors, un coup de cœur, pourquoi, qui, comment? Alors, un coup de cœur, parce que tout le monde l'a dit, on s'est tous accordés très facilement sur un certain nombre d'associations, c'est pas disputé, c'est allé très vite, sauf qu'on en avait 4, et 4 c'est pas 3. Et donc on a réfléchi, on s'est dit on va donner un coup de cœur à une association particulière. C'était un projet qui est très ambitieux et qui est un peu particulier. Et on a donc décidé de décerner ce coup de cœur à l'association Regain UMD. Alors en 2 mots, Regain UMD est une association dont la première mission est d'apporter du soutien à l'hôpital pour améliorer le quotidien des malades, et notamment les quotidiens dans les unités pour malades difficiles, qui sont des unités qui existent à l'intérieur des hôpitaux. Et dans le cadre de leurs activités, ils aident en soutenant, en achetant du matériel, en organisant des activités sportives, mais pas que, mais aussi des activités culturelles. Et dans ce cadre, il y a 5 ans, il y a une équipe de soignants, dont on a un représentant qui est là ici aujourd'hui, oui, Alexandre, c'est Alexandre, voilà. Qui il y a 5 ans, ils ont eu le projet d'organiser les Jeux de l'UMD, les Jeux de l'unité des malades difficiles. Et l'idée, c'était de faire rentrer un peu le sport de l'extérieur, puisqu'il y avait déjà des activités sportives, mais de faire rentrer le sport de l'extérieur à l'intérieur de l'hôpital. C'est un crève-cœur d'en rester à 3, et c'est pour ça qu'on a créé donc ce coup de cœur du jury pour l'association. Et donc Alexandre, qui est là, qui va lever la main, peut vous répondre à vos questions si après vous voulez venir voir. Merci beaucoup. Bravo Alexandre. Alexandre, je pense que vous avez une nouvelle ambassadrice. Écoutez, merci en tout cas à toutes et à tous de votre attention, de votre participation. Bravo aux 4 associations présentes aujourd'hui. Bravo aux 29 associations qui ont candidaté sur ce projet, parce que je peux vous dire que les autres projets étaient des très beaux projets également. Merci à tous et passez une très belle après-midi. Après ce moment très ouvert sur le sport très collectif de la Matmut, je pars vers la conférence « Comment rapporter des médailles aux Jeux ». J'enchaîne ensuite sur l'autre conférence « Handicap, l'enjeu de l'intégration dès l'enfance » où Hugo Didier notamment, nageur paralympique, soutenu par la Matmut,
intervient. J'ai pris le temps ensuite d'écouter aussi la conférence Graines de champion de père en fils avec Émile Ntamak, Xavier Marchand et Stéphane Lebrun, dont les enfants sont des sportifs que l'on ne présente plus. J'ai pris la décision de partir parce qu'à un moment donné, il faut bien partir. J'aurais assisté à toutes les conférences, mais ces conférences-là, vous allez les retrouver en replay. Je vous les mettrai dans les notes du podcast. Vous pourrez même aller voir l'ensemble des replays si vous le voulez. Voilà, comme vous l'entendez, c'est la fin de journée. Le tramway de Lille me ramène chez moi, près de Tourcoing. Et une fois qu'on est sorti de ce tram, je vais prendre le risque de vous faire le débrief en marchant. Donc je vais inviter ceux qui vont se dire « Ouais, il n'y a pas de souffle » à marcher vite et à parler. Ah oui, je ne sais pas marcher lentement. À marcher vite et à parler en même temps. Vous verrez que vous aurez une petite voix essoufflée comme j'ai la mienne, mais je trouve que je vais vous laisser la partie complètement en immersif et en live sur cette fin de journée. Allez, encore quelques kilomètres à pied et la journée sera bientôt terminée. Une journée bien remplie, départ à 6h du matin de la maison, rentrée à 20h et des patates, mais quand on aime, on compte pas. Un petit résumé de la journée. Un vrai plaisir d'avoir été invité par la Matmut. Alors si on m'entend un petit peu, on continue à être dans l'immersif, je marche, voilà. Et il y a même des voitures qui roulent très vite. Un vrai plaisir d'avoir été invité par la Matmut. Vraiment une belle organisation autour de quelques invités comme d'autres médias qui sont venus participer à cette journée. Une introduction avec les mots de la ministre que j'ai trouvé sensé, avec une vision. Maintenant la difficulté elle est toujours la même et ça c'est mon point de vue et je prends position là-dessus, mais je pense que tant qu'on fera faire à nos gamins des journées de 8h à 18h pour leur inculquer plein de choses qui malheureusement dans 3-4 ans seront hyper simples à obtenir avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on aurait tout intérêt à façonner des êtres humains plus qu'à façonner des êtres de savoir, puisque c'est plus le savoir qui va être dominateur, mais bien l'humain en tant que tel. Tant qu'on sera des humains, on sera pas remplaçable par l'intelligence artificielle. Tant qu'on sera que du savoir, on sera vite remplaçable. Et donc le sport dans tout ça, c'est le sport qui va apprendre des valeurs fortes, qui va permettre à la personne de savoir réagir face à des situations et d'être vraiment quelqu'un de différent de juste un robot qui balance ses infos. Donc pour terminer sur cette parenthèse, je pense qu'il est vraiment important d'avoir cette logique demain, de dire que l'école c'est de 8h à 15h30 comme dans les pays scandinaves par exemple ou en Allemagne, et puis le reste c'est de la culture du sport, et bien sûr ici on est sur tout un sport, donc je prône cette idée de ce sport qui amène à prendre le dépassement de soi, le développement personnel, à prendre l'échec, rebondir après un échec et ainsi de suite. Donc voilà sur cette introduction avec un beau parterre de sportifs. Ensuite, conférence avec Thomas Coville et Maxime Grousset sur le mental des champions. Vraiment hyper intéressant sur le point de vue de Thomas Coville, sur les différentes méthodes qu'il a été chercher. Et puis Maxime Grousset qui était un petit peu à l'opposé de ce qu'on voit la tendance aujourd'hui, c'est dire moi je n'ai pas de préparateur mental, mais en fait le fait de ne pas avoir de préparateur mental, je pense que c'est une méthode de préparation mentale, puisqu'on se rend compte que il a bien organisé tout ça, il a mis en place un entourage pour l'aider, et puis au-delà de l'entourage pour l'aider, il pratique énormément le yoga. Ensuite le midi c'était un moment particulier, puisqu'en étant invité par la Matmut, c'était l'occasion de pouvoir aller faire un déjeuner avec différentes personnalités, et j'ai eu la chance de croiser Gaëtan Muller, le président de l'Asvel. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Asvel, c'est le club de Lyon-Villeurbanne, club dont l'actionnaire majoritaire est Tony Parker, et Gaëtan Muller, qui est un ancien coéquipier quand il était jeune de Tony Parker, et notamment un de ses meilleurs amis, qui est le président, directeur général, mais pas seulement, il est aussi
président de Sport Plus si je ne me trompe pas, et c'est pour ça qu'il intervient avec la Matmut, puisque Gaëtan est originaire de Rouen, et les racines de la Matmut sont à Rouen. Ça m'a permis aussi de rencontrer Yann, le président du Loup Rugby, avec qui j'ai eu un super échange, vraiment quelqu'un de top, d'autres échanges avec différentes personnes, et puis Laurent Prudhomme qui est venu nous croiser à table puisqu'il connaît Yann, le président de Loup Rugby, avec qui Laurent Prudhomme qui est le CIO de l'équipe, et avec qui on a eu un super échange. J'ai vraiment... pendant les 5 premières minutes, je ne savais pas qui c'était. Et puis après, j'ai compris, j'ai fait le lien tout dans ma tête avec le visage, etc. Et vraiment une très très belle personnalité. Et l'après-midi, à 14h, rendez-vous avec les associations qui ont été élues par un jury pour le sport très collectif. Donc il y avait 3 associations plus un coup de cœur. Vous découvrirez tout ça vous aurez découvert tout ça dans le podcast où vous découvrirez tout ça. Au moment où je parle, je ne sais pas encore trop comment je vais organiser tout ça. Mais en tout cas, vraiment 4 beaux projets, les 3 qui sont venus parler, sont venus nous expliquer avec leur cœur comment ils avançaient. Et le 4e coup de cœur a été présenté par le jury. Et pour terminer, j'ai pu assister à la conférence avec Monsieur Canu et Monsieur Lapartien, donc directeur de l'INSEP et directeur du CNOSF, pour parler de comment on va aller chercher les médailles. On est confiant pour être la 5e nation. Je rappelle que pour être la 5e nation, c'est en nombre de médailles d'or que ça compte. Donc l'idée, c'est d'aller chercher a priori 20 titres olympiques, ce qui selon eux est faisable. Moi je pense que c'est jouable, avec quelques profil peut-être pas attendu, comme sur l'escalade, sur le BMX, etc. C'est jouable. Maintenant, ça veut dire que dès demain, il faut continuer à avancer. Et surtout, l'idée, c'est pas aller juste chercher ces 20 titres, c'est comment on s'aime pour la suite et comment on fait du sport un élément central dans la vie des Français, ne serait-ce que pour une question de santé, pas seulement pour une question de performance. Et pour terminer, ensuite, on a eu la conférence sur le handicap avec notamment Hugo Didier que j'ai interviewé de la Matmut et dont vous entendrez certainement le podcast dans les semaines à venir. Vous suivez Tout un sport et vous verrez. Et enfin pour terminer, la conférence avec le sport de père en fils avec notamment Émile Ntamak, papa de Romain Ntamak, forcément. Le papa de Léon Marchand, je vais pas dire son prénom, je vais dire peut-être une connerie, donc le papa de Léon Marchand et le papa des frères Lebrun, qui tous les 3 étaient forcément des sportifs de haut niveau, et leurs enfants sont des sportifs de haut niveau qui performent. Voilà pour ma journée. J'ai ensuite quitté les lieux pour faire en sorte de revenir à une heure à peu près normale, et j'avoue que la journée était bien remplie, j'en suis très content, mais je vais être content aussi de rentrer chez moi. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes, j'allais dire une très bonne fin de journée. En fait, ça marche pas, puisque vous m'aurez écouté à n'importe quel moment. Je vous souhaite à toutes et à tous d'avoir profité aussi de cette journée, de ce podcast qui sera, je l'espère, le plus immersif possible. Et je vous dis à très bientôt. Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts ? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.